Cabral Libye, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques mois un livre intitulé « Le fédéralisme communautaire ». Est-ce que vous ne craignez pas d'accentuer les clivages tribaux ? Absolument pas, c'est totalement l'inverse. D'abord, ça peut paraître bizarre parce que en 1987, il y a déjà un ouvrage qui avait été publié et qui était intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Donc, je ne pense pas que l'emploi de l'épithète... Vous faites allusion à un livre de Paul Biya, c'est ça ? Effectivement. Bon, je ne pense pas que l'emploi de l'épithète communautaire renvoie forcément à des affrontements tribaux. Mais de toute façon, le fédéralisme est une doctrine dont la racine renvoie au verbe fédérer, mettre ensemble, unir. Et tous les pays de diversité, comme c'est le cas du Cameroun, ont toujours fait référence au fédéralisme pour une meilleure cohésion sociale, une meilleure productivité économique et une meilleure stabilité politique. Donc le Cameroun, qui est justement en proie depuis plus de 40 ans à ces affrontements ethniques larvés, à la manipulation tribale, il faut qu'on en sorte et qu'on mette en place maintenant une idéologie, une politique qui va donc fédérer justement les communautés qui font l'essence. Parce que la diversité au Cameroun est l'essence même de ce pays. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Afrique en miniature. Donc nous visons justement à mettre ensemble les communautés afin que le Cameroun nouveau que nous proposons s'enchasse sur son identité plurielle pour en tirer le meilleur profit. Vous êtes originaire du pays Bassa, comme le martyr de l'indépendance Ruben Oumniobé. Est-ce que vous revendiquez l'héritage du parti historique UPC ? Totalement, comme devrait le faire chaque Camerounais à peu près normalement constitué. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'ouvrage que vous avez évoqué tout à l'heure, nous avons systématisé ce que nous appelons l'upécisme, qui est ce substrat idéologique, héritage politique de tout Camerounais, parce que ce soit le plus emblématique d'entre eux, M. Ruben Oumniobé, ou alors Ernest Ouandié, ou Sendé Afana, ou que sais-je encore, ils sont nombreux, de la partie septentrionale à la partie méridionale, d'est en ouest, qui à l'époque, dans leur jeunesse, se sont patriotiquement investis, y compris parfois au prix de leur vie, pour que le Cameroun que nous avons aujourd'hui puisse voir le jour. Et nous autres, nous avons la responsabilité de poursuivre ce travail qui a été entamé par ces illustres devanciers. Alors il faut rétablir le fédéralisme, dites-vous, mais pensez-vous que le système fédéral suffira à régler ce conflit meurtrier actuellement dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest entre le pouvoir et les indépendantistes ? Absolument, nous en sommes profondément convaincus. Parce que justement, le fédéralisme, ne l'entendez pas au sens juridique. Parce que l'État fédéral, selon les contextes, selon les parties du monde, peut afficher une physionomie variée. Tout dépend de ce qu'on fédère. Dans certaines parties du monde, on fédère des ethnies. C'est un peu le cas de l'Éthiopie, on pourrait le dire. Dans d'autres parties du monde, on fédère les régions, comme en Espagne, les communautés, comme en Belgique, tout proche de la France. On a plusieurs exemples. Au niveau du Cameroun, nous proposons que soient fédérées les communautés. Et les communautés dont on parle au Cameroun nous sortent complètement du clivage francophone-anglophone. Si vous prenez simplement la communauté de ce qu'on pourrait appeler les Grassfield, ou les Bamileke notamment, ils vont aujourd'hui de l'ouest au nord-ouest. Si vous prenez la communauté Sawa par exemple, elle va de la région du littoral à la région du sud-ouest. Vous voyez que je viens de citer là deux communautés qui sont à cheval entre deux régions dont l'une est francophone, l'autre est anglophone. Donc si vous travaillez sur la communauté, évidemment, vous ramenez la cohésion. Dans les années 60, il y avait une fédération avec deux États fédérés, un État francophone et un État anglophone. Ce qui est un avatar en réalité de la colonisation, parce qu'une fois que les Allemands sont partis, le Cameroun est devenu un butin de guerre qui a été partagé entre les deux nouvelles puissances françaises et anglaises. Et dans le système que vous proposez, il n'y aurait pas cette séparation entre francophones et anglophones, il y aurait beaucoup plus d'États fédérés, c'est ça ? Absolument. Combien ? Nous proposons d'ailleurs quelque chose de très simple. Combien ? Une trentaine, pas des États, mais des régions. Il ne faut pas toujours voir la déclinaison étatique. Elle peut être régionale, elle peut être provinciale, elle peut être communautaire, c'est ce que nous proposons. Donc, effectivement, il s'agit de faire disparaître les régions actuelles qui n'ont aucun sens, si ce n'est de porter les noms des points cardinaux, et de transformer ce que nous appelons aujourd'hui départements, qui eux ont un sens communautaire, sociologique, anthropologique, les transformer en régions, puis de fédérer, ou si vous voulez, de mettre ensemble les départements qui sont sociologiquement et anthropologiquement affinitaires. Et après ce boulot-là, vous vous retrouveriez très vite et très aisément avec à peine une trentaine de régions au Cameroun. Et puis directement derrière, il faudrait donc mettre en place une véritable politique d'intégration nationale pour que les affrontements qui sont organisés par le pouvoir actuel, les oppositions, cessent.
Cabral Libby, à la présidentielle de 2018, vous avez créé la surprise en arrivant 3e, avec plus de 6% des voix selon les chiffres officiels. Et pour les législatives de 2020, vous vous êtes présenté au nom du parti PCRN. Vous avez gagné 5 sièges de députés. Mais depuis quelques mois, le fondateur du PCRN, Robert Conat, veut vous évincer de ce parti. Est-ce que, faute de parti, vous ne risquez pas d'être interdit de candidature à la présidentielle de l'année prochaine? D'abord, vous faites bien d'évoquer une tentative d'éviction, mais ce n'était qu'une tentative malheureuse, nous conjuguons au passé, parce que les autres fondateurs, ils étaient trop à la création de ce parti. Les 2 autres fondateurs ont pris leurs responsabilités, ont essayé de ramener à la raison l'autre fondateur qui est manipulé par le pouvoir, parce qu'il a fait l'aveu public de ce qu'il agissait sur instruction du ministre de l'administration territoriale, et il a clairement affirmé devant les journalistes que l'objectif de toute cette manipulation était de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, parce que le PCRN ayant des élus est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Donc, comme je vous le disais, les 2 autres fondateurs l'ont vainement tenté de le ramener à la raison, puis m'ont demandé de prendre mes responsabilités, ce que j'ai fait, et le parti l'a exclu. Mais malheureusement, comme il est à la solde du pouvoir, si vous vous renseignez, vous verrez bien que non seulement il a obtenu l'interdiction, mais de façon totalement illégale, de notre congrès que nous devrions tenir à Kribi en décembre 2023, et depuis cette date, le PCRN essuie systématiquement des interdictions de toute manifestation ou de toute réunion publique sur toute l'étendue du territoire. C'est un acharnement sans précédent qui montre bien que l'objectif, comme l'a dit l'ex-président du parti, est de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais ce n'est certainement pas la médiocrité manipulatoire de Minat, Monsieur Atanganji. Le ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas la manipulation d'un ministre qui m'empêchera d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2018, je n'étais président d'aucun parti politique. J'ai été candidat. Et pour ce coup-ci, rappelons que l'ex-président dont vous parlez a saisi la justice depuis novembre 2023 pour obtenir l'annulation du congrès à l'issue duquel j'ai été porté à la tête de ce parti. Mais figurez-vous, M. Boisbouvier, que par 3 fois, l'audience a été renvoyée parce que lui, le plaignant, ne se présentait pas à la barre avec l'original de l'assignation. Mais heureusement, à l'audience d'avril, là, début avril, il l'a fait. Mais dit-il déjà, parce que n'ayant pas pu obtenir mon éviction par la manipulation administrative, c'est vrai que le blocus continue. Mais maintenant, ils se sont résolus à aller finalement à la barre et attendons que la justice se prononce. Mais d'ici là, je reste le président national et je suis donc en capacité toujours d'être investi par le PCRN et je doute, au regard de ce que je viens de vous expliquer, que la justice se prononce en sa faveur. Alors vous n'êtes pas le seul opposant au Cameroun. Il y a bien sûr Maurice Kamto qui est arrivé 2e officiellement à la présidentielle de 2018. À l'époque, vous disiez que son opposition était trop radicale, trop hasardeuse. Mais Cabral Libby, si vous voyez qu'aujourd'hui le parti au pouvoir RDPC est derrière vos ennuis judiciaires, est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous rapprocher de Maurice Kamto et de sa nouvelle alliance, l'APC, l'Alliance pour le changement? D'abord, autant que je me souvienne, les propos que je viens d'entendre n'ont pas été tenus par moi. Je sais que pour toute l'opposition au Cameroun, au quotidien, c'est difficile. Chacun a sa méthode, chacun a sa démarche. Maintenant, il m'est arrivé de dire qu'effectivement, notamment après les élections, s'engager dans des contestations de rue sans une préparation préalable à l'amont pouvait être hasardeux. Ça, c'est un propos que j'ai tenu, mais ça, c'était après l'élection présidentielle. Mais toujours est-il qu'il y a des démarches entreprises au Cameroun pour que les leaders politiques puissent se mettre ensemble. Il y en a principalement 2. Il y en a une qui a été initiée par un collègue député, l'honorable Nietzsche, autour de la candidature du professeur Kamto. Et il y a une autre qui a été initiée par le professeur Bilé. Et lui, il a une démarche qui m'accroche, moi personnellement, et ceux qui me suivent. Il propose que le peuple camerounais élise en 2025 un pouvoir de transition. Transition non pas par les coups d'État, comme on peut le voir dans certains pays, mais transition par le vote. Un pouvoir qui va arriver et qui va faire un audit du Cameroun pendant 2 ou 3 ans, qui va assainir les textes, réécrire la constitution, organiser une grande concertation nationale qui permettra aux uns aux autres de comprendre de quoi il est question. Parce que la profonde déliquescence dans laquelle se trouve le Cameroun depuis plus de 40 ans maintenant est telle, M. Boisbouvier, que si vous arrivez au pouvoir demain, il vaut mieux qu'un précédent toilettage a été fait. Et moi, je suis sensible à cette proposition du professeur Bilé d'un pouvoir de transition et j'y ai marqué mon accord. Et il y a d'autres leaders
politiques qui ont également marqué leur accord. Il y a un travail qui est en train d'être fait dans le cadre de cette coalition pour la transition au Cameroun. Nous en sommes à la 2e ou à la 3e réunion. Nous rendrons publiques les conclusions de nos concertations et nous espérons que le peuple adhérera à cela. Il y a aussi le professeur Titus Edzoa, l'ancien secrétaire général de la présidence, qui propose une transition politique. Vous êtes donc sur la même ligne. Je l'ai suivi effectivement sur vos antennes. À ce que je sais, il n'a pas encore adhéré à l'initiative de transition à laquelle je fais partie, parce que sinon je l'aurais vu lors des 2 précédentes réunions que nous avons tenues. Mais c'est bien que nous partagions et l'idée qu'il faut une transition après les décennies de pouvoir du président Biya me paraît plutôt une bonne chose. Peut-être que nous pourrions nous retrouver. Et qui serait à ce moment-là le candidat de l'ATP, l'Alliance pour une transition politique que vient de former Olivier Billet? Déjà ATP, c'est le nom que lui il propose. Mais déjà dans le groupe de travail, c'est peut-être un secret, mais je vous le dis quand même, on n'est pas sûr que ça va s'appeler ATP à l'issue de nos concertations. Mais il reste que c'est une dynamique de transition. Qui sera candidat? Mais on avisera. Effectivement, l'un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est sur le profil de cette candidature, de celui qui va faire 2 ou 3 ans au pouvoir. Et qui renoncerait au pouvoir à la suite. Et qui renoncerait immédiatement au pouvoir par la suite. Et d'ailleurs, dans la réflexion, certains proposent qu'il accède au pouvoir, il y renonce 2 ou 3 ans après, et il n'est pas candidat lui-même. Donc, il y a cette réflexion qui se poursuit. Et une fois que le profil aura été arrêté, le critérium aura été adopté, on verra donc qui répondra à ce critérium. Le moment venu, vous comprenez donc que si la réflexion est en cours, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui sera candidat. C'est donc là l'une des différences avec l'autre plateforme dont je parlais tout à l'heure, où un candidat a déjà été défini et les uns et les autres sont simplement contactés pour se mettre derrière ce candidat. C'est 2 approches diamétralement opposées. L'autre plateforme dont vous parlez, c'est l'APC de Maurice Kamto. En effet, oui. Alors que vous, Cabral Libby, vous pourriez peut-être vous effacer derrière Olivier Billet pour la candidature à 2025 au nom de cette Alliance pour une transition politique, quitte à reporter votre candidature à plus tard, en 2027 ou 2028, une fois la transition terminée, c'est ça? Je l'ai toujours dit et je suis constant. Vous vous souvenez certainement que même sur ces antennes en 2018, déjà quand la question se posait, je pourrais moi m'effacer, moi, Cabral Libby, au profit d'un Olivier Billet, puisque c'est le nom que vous avez cité, ou d'un autre. D'ailleurs, à ma connaissance, M. Olivier Billet, lui, il n'a pas encore dit qu'il serait candidat. Mais dans cette plateforme, il y a par exemple Akeremouna, maître Akeremouna, qui lui, le bâtonnier, a déjà dit qu'il est candidat pour exercer cette fonction-là. Donc, que ce soit lui ou un autre qui se prononcerait et qui aurait la faveur du choix du groupe, moi, je pourrais m'effacer en sa faveur. Tout comme je pourrais, moi aussi, décider, le cas échéant, d'être candidat, de faire les 2-3 ans et de ne pas être candidat derrière et de reporter à plus tard ma candidature. Donc, toutes les hypothèses sont ouvertes. Rien n'a encore été arrêté. Les 41 militants du parti MRC de Maurice Kamto en prison, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un abus. Pour ceux qui se souviennent, lorsque nous allions au Grand Dialogue National, le document qui a été rendu public par le PCRN à la rencontre de concertation préalable avec le Premier ministre contenait déjà une proposition appelant à la libération de ceux-là que nous considérons comme des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale. Nous l'avons clairement dit. Et nous ne nous arrêtions d'ailleurs pas à eux seuls. Nous demandions aussi à l'époque que dans le cadre de la décrispation politique nationale, que même certains leaders, notamment de la contestation anglophone, je pense à Mancho Bibixi Ngalim Félix, qui était, on peut le dire, au commencement véritablement de cette crise, et qui avait d'ailleurs pris la peine d'écrire au président de la République à l'époque, lui demandant de les libérer et de leur donner la possibilité de participer au Grand Dialogue National. Mais nous, à l'époque déjà, nous disions qu'il fallait libérer tout ce beau monde-là, effectivement, parce que pour nous, c'était un rendez-vous qui aurait pu permettre la décrispation nationale et des discussions plutôt salutaires pour l'avenir. Le procès des assassins présumés de notre confrère Martinez Zogo, qui a commencé il y a quelques semaines, est-ce le signe pour vous qu'il y a une séparation des pouvoirs au Cameroun et que la justice peut travailler de façon indépendante? C'est plutôt l'inverse que nous sommes en train de vivre. Ce qui se passe dans le cadre de cette procédure est ubuesque. D'abord, on observe aujourd'hui un clivage mais extraordinairement effarant entre la justice civile et la justice militaire. Et tout porte à croire que le nouveau levier de manipulation de la justice au Cameroun, c'est la justice militaire. Parce que dans le cadre de cette affaire, mais on a vu des magistrats débarquer de leurs fonctions du jour au lendemain, juste parce qu'ils avaient insisté pour que comparaissent devant eux des personnes qui étaient protégées par d'autres personnes exerçant de hautes fonctions, notamment à la présidence de la
la République. Et leur insistance à faire comparaître les protégés de ces personnes-là leur a valu d'être débarqués. Donc, au-delà même de la main du pouvoir, on a l'impression que les clans du pouvoir s'affrontent autour de la dépouille de Martinez Zogo. Et nous sommes dans un pays qui est aujourd'hui en proie à un affrontement des clans, des potentats de succession, tenus par des personnes sexa, septua, octo ou nonagénaires, qui manipulent la jeunesse, qui, elle, aujourd'hui, a soif absolument de changement. Dans la querelle entre le gouvernement et la FECAFOOT pour le choix du futur sélectionneur de l'équipe nationale masculine, vous êtes dans quel camp, Cabral Libby? Le camp FECAFOOT avec Samuel Eto'o ou le camp gouvernement avec le ministre des Sports? Je suis dans le camp de l'état de droit. Je n'ai pas besoin d'être dans un camp. Mais l'état de droit dans cette affaire, il penche plutôt pour le ministre des Sports ou plutôt pour Samuel Eto'o? L'état de droit dans cette affaire penche plutôt pour la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT. Et pourquoi? Pour des raisons simples. Parce que non seulement le décret de 2014 donne la compétence de la gestion technique des équipes de sélection nationale à la FECAFOOT, donc à son président, mais également la convention subséquente, celle de 2015, indique bien qu'il y a une différence entre le coach et ses adjoints et les autres membres des encadrements des équipes nationales. Et il est bien précisé que le coach et ses adjoints ne peuvent pas être mis à disposition par l'État, alors que les autres membres peuvent l'être. Parce que la modalité de mise à disposition qui est brandie par le gouvernement aujourd'hui, qui est une modalité de gestion du personnel public, ne se fait que pour les personnels publics, pour des agents publics. Alors les personnes dont nous parlons, sont-elles des agents publics au Cameroun? La réponse est non. Donc, à la vérité, on essaye de faire de l'enfumage juridique pour créer une parure ou un brouillard sur la violation des lois. Alors vous dites que normalement ce serait à Samuel Eto'o de choisir le sélectionneur, mais ça y est, le sélectionneur belge choisi par le gouvernement a déjà signé son contrat. Je n'ai pas cette information-là, mais nous sommes dans un pays où les textes de loi sont bafoués tous les jours. Je vous parlais tout à l'heure de ce qui m'arrive, moi, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, où ce qui se passe est totalement ubuesque. Mais ça se fait. C'est pour cela que les Camerounais ont soif d'autre chose. Un pays où on bafoue autant les lois, M. Boisbouvier, ne peut pas être attractif. Quel investissement pourrait venir dans ce pays-là? Alors que du jour au lendemain, quelqu'un, parce qu'il exerce une fonction ministérielle, peut décider de bafouer les lois de la République. C'est dans ce contexte-là que nous nous trouvons et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui impérieuse nécessité de rupture systémique au Cameroun. Cette façon de gouverner où la loi ne sert à rien, où la loi c'est quelques individus qui font la loi, où c'est quelques personnes de génération épuisées qui font la loi et qui manipulent tout le monde. On ne peut pas continuer comme ça, M. Boisbouvier. Cabral Libby, merci.